Je suis grande et mes passe-temps sont le football, le netball. Faire du sport, aller à la salle de sport. Et le yoga. Salut, je suis à Taïwan pour le Face of Beauty International 2014 et ma colocataire Miss Suède vous souhaite un joyeux Halloween. Joyeux Halloween! Ce cas s'est produit en Malaisie, dans la capitale de Kuala Lumpur. Les résidences Cap Square sont connues pour leurs résidents aisés et dégagent un air de raffinement et de luxe. Situé entre deux monuments emblématiques, les tours jumelles de Petronas et la destination de shopping haut de gamme Surya Kuala Lumpur City Centre, ce complexe haut de gamme offre des unités modernes, spacieuses et un goût de l'opulence pour ceux qui peuvent se le permettre. Les équipements comprennent une piscine, une salle de sport bien équipée, des jardins luxuriants et même un spa pour ses résidents. La sécurité est rigoureuse avec une surveillance circuit fermé de télévision 24 heures sur 7 et un accès contrôlé. C'est pourquoi les gens ont été choqués d'entendre parler d'imprudence sous l'emprise de drogue et d'un potentiel meurtre dans un tel complexe d'appartements familial, surtout dans un pays où la possession de substances illicites est punissable de mort. Le 7 décembre 2017, vers 2h45 de l'après-midi, un résident au 6e étage de Cap Square Residence est rentré dans son appartement pour découvrir que la marquise en bois couvrant son balcon était complètement fracassée. Des éclats et des débris étaient éparpillés partout, la plupart amassés dans une zone. Il était perdu, incapable d'imaginer ce qui aurait pu causer un tel dommage explosif. En s'approchant pour inspecter la scène, il remarqua quelque chose d'étrange parmi les décombres. Au départ, il ne distinguait pas ce que c'était, mais alors que la forme se précisait, il a crié. C'était une grande silhouette humaine, entièrement nue. Son corps était raide et rigide, avec ses bras croisés sur sa poitrine. Sa position singulière a amplifié son choc. Cela semblait contre nature, comme un mélange de plongeon et de boulets de canon. Ou peut-être que cela semblait plus rituel. Ses bras croisés comme une momie égyptienne. C'était clair, elle avait traversé sa canopée en écrasant tout sur son passage, le laissant complètement abasourdi à cette vue. Il a aussitôt appelé la police, l'esprit rempli de questions. Qui était-elle ? D'où venait-elle ? Il ne la reconnaissait pas de l'immeuble et elle semblait jeune. Aurait-elle pu être un enfant ? Il a dit à la police qu'il était parti de l'appartement à 9h30. Ce matin-là, donc tout ce qui s'est passé s'est produit entre ce moment et son retour à 2h45. Étonnamment, personne d'autre ne semblait avoir entendu, vu ou signalé quoi que ce soit. Sûrement, le bruit de quelqu'un tombant à travers et brisant une coque de balcon serait perceptible. Les enquêteurs ont appris des gardes qu'elle n'était pas une résidente qu'ils reconnaissaient. Alors ils se sont tournés vers les images de vidéosurveillance du bâtiment dans l'espoir de reconstituer l'histoire de cette femme mystérieuse. Comment et quand est-elle entrée dans le bâtiment ? Ce même jour, aux premières heures, à 5h44 du matin, les caméras ont capturé une femme correspondant à sa description entrant dans l'ascenseur avec un couple de résidents, Alexandre et Luna Johnson. Ce couple américain, fortuné, vivait au 20e étage. Les images ont montré la femme entrant, mais après cela, il n'y avait aucun signe d'elle ou du couple quittant l'immeuble. Les officiers se sont dirigés vers l'appartement des Johnson, accompagnés du gardien de l'immeuble. Ils ont frappé à la porte sans réponse. Le gardien a noté de légers bruits venant de l'intérieur comme des verres qui s'entrechoquent. Quelqu'un était à la maison. Mais ignorait-il la porte volontairement ? Pour une raison quelconque, plutôt que d'insister ou d'entrer, les officiers ont décidé de partir et de revenir plus tard. Vers 5h de l'après-midi, ils ont frappé à nouveau et cette fois, Alexander et Luna ont répondu. Ils prétendent ne rien savoir de ce qui est arrivé à leur invitée, une mannequin néerlandaise du nom de Ivana Smith. Bonjour, je suis Victor de Anatomie des crimes et le cas d'aujourd'hui est l'un de mystère et de tragédie. Cette histoire concerne une mannequin adolescente qui aurait fait une chute de 14 étages jusqu'à sa mort, complètement nue, tandis que ses hôtes prétendent ne rien savoir, malgré le fait qu'ils étaient éveillés pendant des heures et que sa chute a commencé depuis leur balcon. Quelque chose ne va pas dans cette affaire. En fait, beaucoup de choses ne vont pas. Rejoignez-moi alors que j'enquête et dévoile comment un trader de crypto-monnaie américain et sa femme vivaient une vie secrète de drogue, de désir et de péché. Mais cette vie a-t-elle aussi mené à un meurtre ?
Examinons cela. Ivana Smit est née le 4 janvier 1999 à Sitter-Limburg, Pays-Bas. Elle était la petite dernière de sa famille, d'autant plus avec un écart de 14 ans entre elle et son frère aîné. Ivana était de mélange ethnique, avec des racines néerlandaises et sino-indonésiennes. Elle avait de grandes ambitions et était prête à travailler dur pour les réaliser. Avec des parents occupés par leur concession de voitures d'occasion, Ivana passait beaucoup de temps chez ses grands-parents durant son enfance. Quand ses grands-parents ont déménagé à Penang, en Malaisie en 2002, elle leur manquait terriblement, allant même jusqu'à refuser de manger jusqu'à ce qu'elle puisse les rejoindre. Finalement, elle a déménagé à Penang, où elle a grandi en fréquentant l'école du jardin d'enfants au lycée et en obtenant son diplôme à seulement 16 ans. Ivana a grandi avec de solides valeurs de respect, de discipline et de travail. C'était évident. Elle parlait couramment 4 langues, le néerlandais, l'anglais, le mandarin et le malais. Elle jouait à la fois de la guitare et du piano et avait même une ceinture noire de taekwondo. Mais cela n'était qu'un aperçu de son dévouement. Sa carrière de mannequin a commencé à l'âge de 13 ans, prenant rapidement de l'ampleur quand elle a terminé 2e dauphine dans la recherche supermodèle de Malaisie à 15 ans. Mesurant 5 pieds 11, Ivana rêvait de devenir un top modèle. Après un séjour en Belgique, elle a déménagé à Kuala Lumpur à 18 ans, où sa carrière a vraiment commencé à décoller. Elle a signé avec triomphe, défilant sur les podiums et apparaissant dans des séances photos de haut profil. Tout cela dans la poursuite de son rêve de devenir un ange de Victoria's Secret. En 2017, elle a rencontré Lucas Kramer, un autre mannequin, et ils ont débuté une relation. Peu après, leur relation leur a apporté à tous deux du bonheur car ils comprenaient la profession de chacun et pouvaient s'offrir mutuellement du soutien. À ce moment-là, elle se préparait à participer au concours Top Model Belgique 2018 à Paris. En 2017, Ivana a été présentée à Alex et Luna Johnson par l'intermédiaire d'un contact mutuel d'un travail de mannequin. Ils semblaient être un couple américain-kazakh sympathique et amusant. Leur première rencontre a eu lieu au Prime, une boîte de nuit populaire de Kuala Lumpur, lors d'un événement d'Halloween. Luna Johnson, 31 ans, travaillait dans l'éducation, tandis que son mari Alexander, 44 ans, était un entrepreneur en crypto-monnaie prominent des États-Unis qui vivait à Kuala Lumpur depuis près de 10 ans. Alex avait apparemment une forte réputation d'influence et de pouvoir dans la région. Le couple avait une jeune fille et vivait dans les luxueuses résidences de Cap Square. Les Johnson décrivaient leur relation comme progressiste et admettaient avoir expérimenté des rencontres à 3, si vous voyez ce que je veux dire. Luna, qui s'identifiait comme bisexuelle, et Ivana se connectèrent rapidement, partageant des échanges ludiques sur la piste de danse. Selon Luna, ils ne s'embrassaient pas cette nuit-là, mais elle participait à des mouvements sensuels. Ivana avait même commenté à Alex que sa femme était géniale, quelque chose que le couple se rappelait avec tendresse. Les Johnson décrivaient Ivana comme audacieuse et charismatique. Luna, en fait, était sous le charme d'elle, la qualifiant de belle, charmante et confiante. Après cette nuit, le trio était resté en contact à travers un groupe WhatsApp rempli d'échanges flirt. Alex et Luna ont plus tard prétendu être surpris d'apprendre qu'Ivana avait 18 ans, pensant qu'elle avait en fait 26 ans. J'en doute. A-t-elle vraiment l'air d'avoir beaucoup plus de 18 ans ? Aux États-Unis, elle ne pourrait même pas acheter d'alcool pendant encore 3 ans. De toute façon, les choses se sont accélérées une fois qu'ils se sont familiarisés. Le 4 novembre, les Johnson ont organisé la garde de leur fille et ont passé la nuit avec Ivana à l'hôtel Concorde, se livrant à la débauche et à une rencontre à 3. Le lendemain matin, Ivana a envoyé un texto à Luna en disant « Hey sexy, qu'est-ce que tu fais ? Merci pour la nuit dernière ». Luna a répondu chaleureusement, laissant entendre qu'elle voulait la revoir. Alex et Luna ont plus tard admis que c'était leur première rencontre intime avec Ivana et leur relation a continué. Au cours des semaines suivantes, le trio a passé plus de temps ensemble, fréquentant des clubs autour de Kuala Lumpur et construisant un lien plus proche et plus intime que les précédentes liaisons des Johnsons. Ivana avait séjourné chez des amis, travaillant régulièrement comme mannequin lors de séances photos et de soirées rémunérées dans des clubs haut de gamme. Le 6 décembre, elle a assisté à un événement au Mantrad Rooftop Bar, un lieu élégant offrant une vue panoramique sur la ville et une foule aisée. Son agent, qui a souhaité rester anonyme, a affirmé qu'au début, Ivana semblait bien, mais elle a rapidement cherché des drogues, spécifiquement de l'ecstasy. Peu de temps après l'arrivée d'Ivana, Alex puis Luna l'ont rejointe.
Des images de vidéosurveillance ont capturé Ivana dansant avec Alex et Luna, se mêlant à la foule et se rendant fréquemment aux toilettes avec Luna. Vers 2h15 du matin, ils sont allés au Nine Club pour l'anniversaire d'un ami. Connu pour sa clientèle d'élite, le Nine Club aurait également une réputation pour la disponibilité de drogue. Les images de la vidéosurveillance les montraient encore là vers 5h22 du matin. Des images ultérieures ont révélé Alex portant Ivana vers l'ascenseur avec ses bras autour de lui pendant qu'elle donnait des coups de pied ludiques. Luna les suivait, habillée élégamment, d'autres personnes étant également visibles dans le cadre. Les caméras de Cap Square Residence ont ensuite capturé les trois entrant dans l'immeuble et se dirigeant vers l'appartement des Johnson. Vers 5h44, une fois de retour à l'appartement, Luna a congédié la gardienne. Ivana s'est relaxée sur le canapé avec Luna, buvant du cidre. Elle avait initialement dit à son petit ami, Lucas, qu'elle rentrerait plus tôt, mais elle a finalement décidé de prolonger sa sortie. Vers 6h30, Lucas, réalisant qu'elle n'était pas rentrée, a appelé pour prendre de ses nouvelles. Ivana l'a rassurée en lui disant qu'elle allait bien et lui a expliqué qu'elle avait décidé de rester chez une amie. Lucas, soulagé qu'elle soit saine et sauve, a accepté son explication. Mais quelques minutes après, il a reçu un nouvel appel du téléphone d'Ivana. Cette fois, c'était Luna qui a confirmé que Ivana était avec elle et a demandé si tout allait bien. Il a trouvé cela étrange, ne doutant pas du récit d'Ivana. Mais il ignorait qu'Ivana était avec Luna et son mari. Il avait supposé que c'était juste une amie et n'avait probablement aucune idée qu'elle séjournait chez le mari de son ami et qu'elle avait déjà été intime avec lui auparavant. Puis, à 7h24, Ivana a envoyé à Lucas un selfie avec un message disant qu'elle se détendait. Lucas a trouvé le message quelque peu inhabituel pour Ivana mais a pensé que cela était probablement dû à sa longue nuit de fête. Luna a raconté que le matin, elle a trouvé sa fille déjà debout, alors elle l'a rejointe pour prendre le petit déjeuner avec Ivana. Ivana était ivre selon Luna. J'ai continué à lui parler en préparant ma fille pour l'école. Ivana s'est allongée le temps que je l'y emmène. Luna a dit qu'elle s'était absentée environ 30 minutes et est revenue à 8h15 hier. Quand elle est revenue, Luna a trouvé Ivana éveillée sur le lit à côté d'Alex, qui dormait toujours. Elle les a rejoints, disant « D'accord, maintenant je suis libre ». Luna et Ivana ont ensuite passé un certain temps sur le canapé où, après un moment, Ivana a mis de la musique et s'est déshabillée de façon inattendue. Selon Luna, elles sont devenues intimes dans la chambre. Ensuite, Luna, se sentant épuisée, s'allongea avec Alex. Vers 10h du matin, elle s'est levée à nouveau et a vu Ivana errer, parler toute seule et glousser. Luna, épuisée, est retournée dans la chambre et s'est endormie rapidement. À 13h25, Luna s'est réveillée et a remarqué les affaires d'Ivana. Ses vêtements, ses chaussures, son sac et son téléphone étaient encore éparpillés dans le salon et la cuisine, mais Ivana n'était nulle part en vue. Supposant qu'Ivana avait emprunté des vêtements et était partie à une séance photo dont elle avait parlé plus tôt, Luna est retournée dormir. Si le compte des Johnson est exact, c'était entre 10h du matin et 2h45 de l'après-midi. Ce jour-là, qu'Ivana est tombée du balcon du 20e étage de l'appartement des Johnson, chutant sur 14 étages, soit environ 42 mètres. Une chute d'une telle altitude serait mortelle pour quiconque. Selon les Johnson, la police est arrivée à leur porte vers 5h de l'après-midi, les informant de la mort d'Ivana. Ils ont affirmé qu'ils dormaient et qu'ils ignoraient qu'elle était tombée. Selon les rapports, leur réaction était étrangement détachée. Assis sur le canapé avec les officiers, ils n'ont pas vérifié le balcon ni regardé à l'extérieur. Si cela se produisait chez vous, quelle serait votre réaction? Personnellement, je courais vers le balcon pour voir par moi-même. Mais ici, les Johnson semblaient presque prêts pour la police. À l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs ont trouvé les affaires d'Ivana, y compris ses vêtements et son sac, bien que notablement, ses sous-vêtements manquaient. Les Johnson ont été initialement placés en garde à vue, non spécifiquement à cause de la mort d'Ivana, mais sur suspicion d'usage de drogue. La Malaisie applique des peines sévères pour la possession et l'utilisation de drogue, y compris de lourdes amendes, de longues peines de prison et même la peine de mort. Lors d'un premier test, le couple a été testé positif. Chose intéressante, ils ont requis un deuxième test qui s'est révélé négatif. Très suspect, vous ne trouvez pas? Peu d'informations expliquent pourquoi le second test primerait sur le premier. En temps normal, un troisième test de confirmation serait requis, mais le fait qu'ils aient pu refaire un test pour se disculper soulève des questions quant à l'influence de leurs ressources financières dans cette décision. Pour ajouter à l'intrigue, les Johnson ont été traités exceptionnellement bien en détention.
Après l'interrogatoire, ils ont appelé leur femme de ménage pour lui demander de ranger leur appartement. De manière choquante, la police n'avait pas sécurisé l'appartement comme une potentielle scène de crime. Comment ont-ils pu écarter si rapidement l'hypothèse d'un meurtre ? Le nettoyeur est entré et a commencé à travailler, jetant même des éclats de verre d'une bouteille de cidre brisée qui aurait pu contenir des indices médico-légaux. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, la scène était déjà compromise. Des preuves potentiellement précieuses avaient été perturbées. Les photographies prises de la scène ont été critiquées comme insuffisantes, ne capturant que quelques angles au lieu d'un plan complet. Toutes ces décisions et omissions ont soulevé des questions troublantes. Était-ce un accident ou y a-t-il quelque chose de plus sombre qui est dissimulé ? Le petit ami d'Ivana, Lucas, a annoncé la terrible nouvelle à sa famille, qui s'est immédiatement envolée pour Kuala Lumpur pour récupérer son corps et obtenir des réponses, mais ils ont rencontré de la résistance. Les autorités leur ont présenté un document pour libérer le corps d'Ivana, mais ont exigé qu'ils signent une déclaration acceptant que sa mort n'était pas un crime. Sa famille a refusé, convaincue que les circonstances entourant les dernières heures d'Ivana étaient loin d'être claires. Les proches d'Ivana ont remis en question la thèse initiale d'une chute accidentelle. Pour eux, il semblait que les autorités malaisiennes étaient impatientes de clore l'affaire, excluant toute malversation sans une enquête approfondie et rendant un jugement en seulement une journée. Les autorités ont déclaré que c'était une affaire classée, attribuant sa mort à une chute accidentelle, probablement influencée par l'alcool ou d'autres substances. La réalisation de l'autopsie elle-même a soulevé de nombreuses interrogations. Pour commencer, le médecin légiste n'a pas pris la température du corps d'Ivana, une étape cruciale pour déterminer l'heure du décès. Lorsque l'examen a finalement été réalisé après un retard, il a trouvé plusieurs substances dans le sang d'Ivana et a identifié sa cause de décès comme étant une artère carotide déchirée. Le rapport a noté qu'elle a probablement survécu seulement brièvement après sa chute du 20e étage, souffrant de multiples blessures internes. La déchirure de l'artère carotide aurait interrompu la majeure partie de l'apport sanguin à son cerveau. La famille d'Ivana a eu de plus profonds soupçons en voyant son corps. Des ecchymoses sur ses bras et ses jambes renforcèrent leur impression que quelque chose clochait. Après avoir sécurisé la libération du corps, ils sont retournés aux Pays-Bas pour approfondir l'enquête. Aux Pays-Bas, une deuxième autopsie a été réalisée par le pathologiste renommé Dr Frank van der Goethe, dont les conclusions contredisaient le premier rapport de Malaisie. Il a découvert une ecchymose significative sur la tête d'Ivana, une ecchymose que van der Goethe croyait avoir été infligée avant sa chute. Puis, il y avait le rapport toxicologique qui n'a fait qu'ajouter plus de questions. Alors que le sang d'Ivana contenait de l'alcool et de la cocaïne, comme indiqué dans le rapport malaisien, il a également révélé une substance supplémentaire, le polyméthylmétacrylate, une substance dangereuse, connue pour provoquer une surchauffe rapide, des problèmes cardiaques, des convulsions, et les gens peuvent même faire une overdose avec de petites quantités. Le fait qu'Ivana ait eu cette drogue dans son système alors que les Johnson étaient d'un négatif a soulevé des questions. Où avait-elle obtenu le polyméthylmétacrylate ? Sa boisson avait-elle été droguée à son insu ? Et cela a-t-il été consommé au club ou à la résidence des Johnsons ? Les tests toxicologiques ont révélé qu'Ivana avait consommé une dose quasi mortelle de polyméthylmétacrylate. En fait, elle aurait pu faire une overdose en raison de la combinaison de drogue et d'alcool dans son système. Enfin, il y avait la position de son corps, allongé, droit, avec les bras croisés, une pose étrange pour une chute. Normalement, les membres devraient s'écarter, le corps se préparant instinctivement à l'impact. Le docteur van der Goethe a également observé des signes que son corps était déjà en rigidité cadavérique au moment de sa chute, ce qui commence à se produire environ 1 heure après la mort. Ce détail suggère qu'elle pourrait déjà être décédée lorsqu'elle est passée par-dessus le balcon. De plus, très peu de sang a été trouvé sur les lieux où elle a atterri après une chute de 14 étages, soit environ 42 mètres ou 137 pieds. Cette faible présence de sang suggère que son cœur s'était arrêté avant la chute. Si elle était encore en vie à l'impact, la scène aurait été bien plus sanglante. De l'acide désoxyribonucléique masculin, identifié comme celui d'Alex Johnson, a également été retrouvé sous les ongles d'Ivana et dans son corps. Les autorités ont soutenu que cela indiquait simplement un contact intime antérieur, mais cela a tout de même soulevé des questions. La hauteur et la disposition du balcon ont suscité d'autres doutes quant à une chute accidentelle. Quel que soit le niveau d'intoxication de quelqu'un, il serait difficile de simplement basculer par-dessus le bord en raison d'une barrière et même d'une grande unité de climatisation le long du bord du balcon.
Pour tomber, il faudrait que quelqu'un escalade délibérément ces obstacles, ce qui est peu probable pour une chute accidentelle. Il nous reste des possibilités troublantes. Et si Ivana avait fait une overdose sans le savoir? Avec une jeune femme en overdose de drogues illégales dans leur appartement, les Johnson auraient pu paniquer, réalisant les conséquences qui les attendaient, des accusations possibles, un coup à leur réputation, un scandale et de graves répercussions juridiques. Cette panique aurait-elle pu les conduire à prendre une décision drastique et désespérée? Dans leur peur, ont-ils jeté son corps du balcon pour éviter les soupçons? Que penser des bleus sur ses bras? Si elle ne provenait pas de la chute, d'où venait-elle? Les Johnson auraient-ils pu se disputer avec Ivana? Les choses auraient-elles pu prendre un tournant violent? Sous la pression croissante de sa famille, les autorités malaisiennes ont décidé de présenter l'affaire d'Ivana Smith au tribunal des coroners. Bien que ce ne soit pas un procès pénal complet, c'est une étape, une occasion pour les conclusions du coroner d'être évaluées, permettant à un juge de décider si la mort d'Ivana était réellement un accident ou si une affaire criminelle devrait être ouverte. L'audience a été fixée pour juillet 2018, environ 6 mois après la mort d'Ivana, mais 2 figures clés étaient notablement absentes, Alex et Luna Johnson. Malgré la résidence de Alex en Malaisie qui a duré une décennie, le couple a quitté le pays peu de temps après la mort d'Ivana, se réinstallant aux États-Unis et refusant effectivement toute coopération supplémentaire dans l'enquête. Leur silence a laissé les parents d'Ivana dans l'agonie, toujours en quête de réponse. Ne mérite-t-il pas la vérité ? Au cours de l'audience, une affirmation choquante est venue d'un officier malaisien. Elle a témoigné que son chef de police, Faisal, lui avait ordonné de traiter le cas d'Ivana comme une mort accidentelle. Selon elle, ce n'était pas sa décision. Faisal a clairement indiqué qu'elle n'avait pas d'autre choix, décrivant son expérience sous ses ordres comme un enfer sur terre. Avec une révélation comme celle-ci, on s'attendrait à une enquête approfondie sur une éventuelle corruption. Pourtant, le juge du tribunal des coroners a conclu que la mort d'Ivana était effectivement accidentelle, mettant fin à l'affaire par une seule décision. La famille d'Ivana était outrée, rejetant ce résultat comme une mascarade. Persuadés qu'une sombre dissimulation se cachait sous la surface, ils ont décidé de poursuivre leur combat pour la justice. Déterminés à découvrir la vérité, ils se sont tournés vers l'ancien enquêteur de police britannique et personnalité de la télévision Mark Williams Thomas. Mark Williams Thomas, qui a tristement dévoilé le scandale des abus de Jimmy Savile dans un documentaire de 2012, s'est associé à l'avocat britannique David Wells. Ensemble, ils se sont rendus à Kuala Lumpur, dépensant approximativement 8000 livres pour compiler 15 500 $ pour compiler et un rapport non officiel pour la famille d'Ivana. Dans une déclaration publique audacieuse, David Wells a déclaré que la chute fatale du mannequin n'était pas un accident, suggérant que si l'affaire avait été traitée en Grande-Bretagne, elle aurait probablement été enquêtée comme un homicide. Dans un tournant surprenant des événements, la Cour suprême de Malaisie a accepté en mars 2019 de réexaminer le procès de la famille. La Cour suprême a reconnu que les actes répréhensibles ne pouvaient pas être exclus, notant notamment que certaines blessures d'Ivana avaient été subies avant la chute. Cette décision marque un revirement complet, annulant le jugement accidentel initial et nommant Alex et Luna Johnson comme suspects potentiels. Ce qui était autrefois considéré comme une affaire classée est maintenant en ruine, rejetée par la plus haute cour du pays. Enfin, il y avait de l'espoir pour la justice. Au moins, l'histoire d'Ivana méritait une enquête convenable. Si c'était vraiment un accident, pourquoi tant de questions sans réponse? Pourquoi les Johnson se sont-ils enfuis? Le pays? Pourquoi ont-ils demandé et, plus choquant, reçu un deuxième test de drogue? La nouvelle de la décision du tribunal a provoqué un choc à travers le pays, entraînant une condamnation généralisée du couple et provoquant des appels. Ce cas soulève des questions sur l'influence des expatriés fortunés et leur capacité à exploiter les systèmes du pays pour échapper à la justice. Aujourd'hui, les Johnson résident à Miami, en Floride, littéralement à l'autre bout du monde par rapport à la Malaisie. Probablement, ils ne souhaitent rien de plus que de laisser cet incident dans le passé. Mais alors, un reporter déterminé du Daily Mail, accompagné d'une équipe de tournage, retrouve Luna dans les rues de Miami, espérant enfin obtenir un commentaire sur l'affaire. Sur les images, Luna est polie mais demande à ce que la caméra soit éteinte, expliquant qu'elle a été submergée par le harcèlement en ligne et les menaces. Un incident troublant impliquait un appelant anonyme prétendant être le père de Luna, contactant l'école de leur fille et insinuant une menace d'enlever la jeune fille.
Alors que l'histoire tragique d'Ivana Smith capte l'attention dans le monde entier, beaucoup dans le tribunal de l'opinion publique se sont déjà retournés contre les Johnsons. Mais pour une véritable justice, pour la famille d'Ivana et les Johnson d'eux-mêmes, il est essentiel que le couple coopère avec l'enquête. Avec l'attention internationale et une décision de la Cour suprême maintenant concentrée sur le cas, le meilleur moyen d'avancer serait de finalement mettre cette affaire au repos. Après tout, une jeune femme prometteuse, âgée de seulement 18 ans avec un avenir brillant, a perdu la vie, laissant sa famille dans l'angoisse. Pourtant, les Johnson semblent uniquement intéressés à fuir les événements de cette nuit-là. Dans le dernier développement, les autorités malaisiennes ont émis un avis bleu Interpol le 14 octobre 2024 pour localiser Alexander William Johnson, maintenant 51 ans, et Lunara Al-Maskizi, maintenant 37 ans, en lien avec la mort suspecte d'Ivana en 2017. Cela fait suite à un avis similaire initialement émis, bien que Interpol n'ait pas de juridiction directe aux États-Unis. Les États-Unis ont un accord d'extradition avec la Malaisie. Toutefois, il est incertain que les accusations suffisent pour une extradition. Entre-temps, la Haute Cour de Kuala Lumpur devait commencer le procès d'un procès intenté par la mère d'Ivana, Christina Verstappen, contre les autorités malaisiennes. Les spéculations continuent à savoir si un règlement à l'amiable pourrait être en cours. Le procès allègue de la négligence et une mauvaise gestion du cas de sa fille, citant des défaillances telles que ne pas sécuriser la scène du crime et déterminer prématurément la cause du décès. C'est actuellement en cours depuis le 30 octobre 2024. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de consulter d'autres cas à l'écran. Victor se déconnecte.